Je combats le communisme et je le combattrai tant que je vivrai jusqu'au bout. Elle dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. On a l'impression qu'on veut diviser les Africains pour régner. Ou alors il y a certainement d'autres intérêts plus importants que les nôtres qui font que on ne puisse pas se comprendre. Impérialisme, colonialisme, néocolonialisme. Ce sont des aventures de gauche. Opportunisme. Ne pensez pas que vous venez ici pour préparer votre petit avenir. Votre petit avenir n'est pas concerné. Votre travail dépasse votre propre dimension. Mais puisqu'on a commencé à tricher, ce sont les tricheries qui font qu'il y a des guerres. Ils sont des Congolais, donc ils sont au Congo, ils ont le droit de continuer à vivre au Congo et d'y travailler. Nous ne pouvons pas les chasser du territoire national, mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas au poste stratégique. Cette histoire de révolution-là, ce qu'ils ont accompli, ne sont pas sûrs de ce qui va se passer. La République du Congo. Le pays a acquis son indépendance en août 1960. Avant de porter le nom de la République du Congo, on l'appelait d'abord Congo français, ensuite Territoire du Moyen Congo, pour le distinguer de l'État indépendant du Congo devenu Congo belge en 1908. La République du Congo est un pays d'Afrique centrale, parfois appelé Congo-Brazzaville, pour le différencier d'avec la République démocratique du Congo, appelée Congo-Kinshasa pour la même raison. La République du Congo a aussi été connue sous le nom de République populaire du Congo de 1969 à 1992, avant de reprendre son nom d'origine. Les premières sources écrites sur la région à laquelle correspond aujourd'hui le territoire de la République du Congo sont issus des premières explorations européennes. Les Portugais s'aventurent dans le golfe de Guinée à partir de la fin du XVe siècle. Diego Cao atteint l'embouchure du Congo en 1482. Il effectue un nouveau voyage 2 ans plus tard, au cours duquel il dit avoir remonté le cours du fleuve jusqu'aux chutes de Yelala. La colonisation française débute en 1875, date de la première expédition de Savorgnan de Brazza dans ce territoire. Le roi Makoko est contraint de signer un traité de protectorat avec Savorgnan de Brazza, explorateur au service de la France. 4 ans plus tard, en 1885, à la conférence de Berlin, la mainmise française sur le territoire est confirmée. Commence alors une longue période de colonisation. L'organisation administrative du Congo français se met en place progressivement au début du XXe siècle. C'est à un commissaire général qu'est confié le gouvernement de ce qui deviendra en 1910 l'Afrique équatoriale française, l'AEF. L'exploitation de la majorité des terres est confiée à différentes compagnies concessionnaires. Rapidement, les dirigeants de ces sociétés commettent des abus. Ils cherchent à tirer le maximum de profit des ressources naturelles du pays. Le caoutchouc et l'ivoire font l'objet de nombreuses convoitises. Mais face aux abus des colons, les populations locales remettent en cause le régime de l'indigénat, de la colonisation. Ici et là, des signes d'exaspération apparaissent. Dans les villages, on se réunit, on en discute. C'est surtout entre les deux guerres que la France se préoccupe du sort de sa colonie. La métropole s'attache alors à promouvoir la santé et l'éducation sur le modèle français, en envoyant sur place du personnel qualifié, enseignants, médecins, infirmières. C'est aussi l'époque de la construction de nouvelles routes. Celles-ci facilitent l'écoulement de la production de la brousse.
Puis les colons entreprennent la construction du chemin de fer Congo-Océan. Le but, faciliter le transport des ressources naturelles du nord au sud, de Brazzaville à Pointe-Noire. Il faut 13 ans pour construire cette œuvre. Des travaux pénibles, puisque c'est au prix de milliers de vies, celles entre autres d'Africains déportés, que s'achève la construction. Engagé aux côtés de la France dans les deux grands conflits mondiaux, Brazzaville devient en 1940 la capitale de la France libre, ce qui contribue grandement à son développement. C'est dans cette même ville que se réunit en 1944, autour de Charles de Gaulle, la conférence de Brazzaville. Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur. Cette conférence marque le premier pas important dans l'émancipation des peuples d'Afrique, le premier pas vers l'indépendance. D'ailleurs, dès cette époque, la France adopte une série de réformes qui visent à conduire par étapes les territoires coloniaux à une autonomie totale. Lorsque Charles de Gaulle revient en 1958, l'indépendance est presque acquise. Cette année-là, le Congo devient une république autonome. Les premières élections municipales ont lieu en 1956. L'abbé Fulbert Yulu est élu maire de Brazzaville et Stéphane Tchichel maire de Pointe-Noire. En novembre 1958, à la suite de la loi cadre de Gaston Deffer de 1956, le territoire du Moyen Congo devient la République du Congo. Elle est dotée de l'autonomie, mais non de l'indépendance. Le Congo se prononce pour l'entrée dans la communauté et l'Assemblée nouvellement élue transfère la capitale à Brazzaville. Le 15 août 1960, le Congo accède à l'indépendance. Comme la plupart des pays colonisés de l'Afrique noire, sous domination française en Afrique, d'abord sous le nom officiel de République congolaise. En 1960, l'abbé Fulbert Yulu, alors Premier ministre, devient le premier président de la République du Congo. Le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Yulu, chef du gouvernement, accompagné d'André Malraux, signe l'indépendance de son pays. Désormais libéré du joug français, le Congo de l'abbé Fulbert Yulu s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Brazzaville est à présent la capitale d'un petit pays de tout juste 1 million d'habitants. L'État doit prendre en charge des fonctionnaires en trop grand nombre maintenant, et il cherche à attirer les capitaux occidentaux. Fulbert Yulu doit faire face à une situation sociale et économique qui tente à se dégrader. La décision du président d'imposer en août 1963 un système de parti unique met le feu aux poudres. En 3 jours, le régime est renversé. La grève générale décrétée le 13 août entraîne l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux. Le mouvement tourne alors à l'émeute et les grévistes tentent de libérer leur chef. Quand le 15 août, les manifestants encerclent le palais présidentiel, l'abbé Fulbert Yulu est contraint de démissionner. Le soir même est constitué un gouvernement provisoire dont la présidence est confiée à Massamba Deba, un jeune instituteur. Là commence un chapelet d'accession au poste de la magistrature suprême par les citoyens politiques de la République du Congo. Au cours des événements des 13, 14 et 15 août 1963, ces journées sont appelées les Trois Glorieuses. L'abbé Fulbert Yulu est contraint à la démission sous la pression des syndicalistes. De 1963 à 1968, Alphonse Massamba Deba remplace l'abbé Fulbert Yulu à la tête de l'État. Dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, l'Afrique, elle, dit « Mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. » Un nouvel homme entre en scène, Alphonse Massamba Deba, Premier ministre puis très vite président. Il est l'acteur du rapprochement avec le bloc communiste, l'homme du socialisme bantou, selon son expression. De 1963 à 1968, Alphonse Massamba Deba remplace l'abbé Fulbert Yulu à la tête de l'État.
avec son équipe gouvernementale, formée en grande partie dans les écoles occidentales, se rapproche de la Chine communiste en matière de politique internationale et se prononce en faveur du socialisme. Le président utilise l'expression de socialisme bantou, instaure un parti unique et abandonne le pluralisme politique. Pascal Lissouba, puis Ambroise Noumazalaï, son premier ministre. Beaucoup des cadres politiques de l'époque sont fascinés par le socialisme scientifique. Mots d'ordre et articles de presse s'inspirent du style alors en usage en URSS, en Chine et dans les démocraties populaires. En témoigne ce mot d'ordre publié à la une de l'hebdomadaire Etumba en juin-juillet 1968. Que ceux qui se sont infiltrés dans les rangs de comités révolutionnaires pour se servir et non pour servir le peuple tremblent. Car le châtiment de ce même peuple les attend au tournant. Le 2 août 1968, à la suite du soulèvement de certains éléments de l'armée, Massamba Deba est contraint de se retirer à Boko, région du Poul, son village natal, puis de donner sa démission le 4 septembre 1968. L'élément déclencheur du putsch a été l'arrestation du capitaine Marien Ngouabi, officier de l'armée congolaise connu pour ses convictions socialistes. Libéré le 31 juillet par un groupe de parachutistes, celui-ci crée le 2 août le CNR, Conseil national de la Révolution, dont il prend la tête. Le 31 décembre 1968, le capitaine Marien Ngouabi devient président du Congo, celui-ci réaffirmant l'option socialiste du pays. Alphonse Massamba Deba démissionne, sous la pression d'un Conseil national de la Révolution, regroupant civils et militaires, dont Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso. C'est un coup d'État, certes, mais populaire. Fin décembre, Marien Ngouabi devient président, et un nouveau parti unique, le Parti congolais du travail, voit le jour un an plus tard. À la Révolution et au Parti congolais du travail, je m'engage, en me guidant le principe à défendre les statuts et la Constitution, à consacrer toutes mes forces au tir des idéaux prolétariens du peuple congolais. L'arrivée de Marien Ngouabi marque la naissance de la République populaire du Congo. Dès 1969, le Parti congolais du travail se crée et s'impose au peuple. Le nouveau gouvernement s'attache alors à propager l'idéologie marxiste-léniniste, une propagande réalisée tant par le biais de la radio que par les déplacements réguliers de l'équipe dirigeante. Ici, dans un village du Nord, on tente de fidéliser les nouveaux convertis. Chaque minute, quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez. Tout pour le peuple! Tout pour le peuple! Faites-vous mourir! Faites-vous mourir! Ngouabi, Marienne, 32 ans, chef d'État, un jeune homme. Depuis 1 an et demi, depuis la chute de Massamba Deba, cet homme qui fait son footing tous les matins à 6h30 dans les rues de Brazzaville, cet homme dirige le Congo socialiste. Un officier formé très traditionnellement en France dès l'école des sous-officiers de Strasbourg. Capitaine de parachutistes puis commandant, Marien Ngouabi était l'officier le plus populaire du Congo. Il est devenu président de la République. Entre-temps, il a aussi appris le marxisme-léninisme. Vous conviendrez avec moi qu'un chef d'État est obligé, n'est-ce pas, de se soumettre à certaines obligations, c'est-à-dire la vie privée du chef d'État n'est plus la même que la vie d'un autre citoyen, c'est-à-dire il n'a plus à se permettre certaines, comment dirais-je, certains privilèges, n'est-ce pas? Je dirais, je ne pourrais pas aller danser dans les bars, c'est fini. Je suis obligé, n'est-ce pas, de vivre la vie du responsable pour pouvoir donner l'exemple, n'est-ce pas, au peuple. Dans la rosée de près, doucement tu te poseras.
Une armée de paras d'extrême gauche, voilà l'élément fort du régime et du pays. Et pour rester plus près de ces hommes, le président Ngouabi ne refuse pas de sauter en parachute, lui aussi, lorsqu'on le lui demande, même si les membres du bureau politique du PCT, le Parti congolais du travail, font la grimace. Comment ça s'est passé, Monsieur le Président? Ben ça va, il y a un peu de vent. Peu de vent? Oui. Le parachutisme pour vous, qu'est-ce que ça représente exactement? Eh bien, c'est d'abord, c'est pas en tant que sport que nous le faisons. Pour nous, c'est d'abord les soldats d'élite, si vous voulez. Hein? Parce que dans un pays comme le nôtre, où il n'y a pas beaucoup de voies de communication qui permettent aux troupes à pied hein, d'intervenir dans toutes les régions par véhicule, je crois que la meilleure solution consisterait à faire de toute la troupe des parachutistes parce qu'on peut larguer n'importe où, les soldats au cas de besoin. Et en plus, comme on le dit, le para, c'est l'ange du ciel, le démon de la terre. Alors, vous savez, c'est pour cela que nous nous intéressons particulièrement à ce métier périlleux pour la défense de la patrie et de la révolution. La gazelle passe, fête de la place, travaillant pour la belle rose, marche tous au pas, la gazelle passe. Mais cet accueil de la République populaire du Congo, le président du Parti congolais du travail, le président de la République populaire du Congo, Oye, vive la révolution, vive le drapeau rouge, vive le président Marien Ngouabi, tout pour le peuple bien que pour le Voici la meilleure élève. Plions les manches et travaillons, haussons nos voix et marchons gaiement, hâtons nos pas vers le bonheur de notre vieux pays, le Congo. Le refrain, nous le rebâtirons avec nos propres mains et dans l'amitié, l'unité, le progrès, ainsi nous bâtirons le Congo. Il ne suffit pas seulement de parler, il faut agir. Tout pour le peuple! Tout pour le peuple! Classe ouvrière! Unité, lutte, socialiste! Classe ouvrière! Unité, lutte, socialiste! Classe ouvrière! Unité, lutte, socialiste! Dire que le socialisme, c'est la résultante de 100 années de colonisation et d'exploitation capitaliste. La République du Congo devient République populaire du Congo. Elle adopte le drapeau rouge et un nouvel hymne national, qui fait référence aux 3 journées de soulèvement, qui avaient entraîné la chute de Fulbert Youlou en août 1963. Lève-toi, patrie courageuse, toi qui en ta journée glorieuse, saisis et porte le
Denis Sassou Nguesso, désormais capitaine, poursuit son ascension. Chef du groupement aéroporté, patron des forces terrestres de Brazzaville, directeur de la sécurité, ministre de la Défense. Aux côtés du camarade président Gwabi, il est le numéro 2 du régime. Quel genre d'homme était Marien Gwabi? Quel genre de... Un homme de conviction aussi. De grande conviction, de grande intégrité. Et il croyait toujours à ce qu'il faisait et quand il décidait de le faire, il allait jusqu'au bout, oui. Et c'est un homme très droit. C'était votre ami? C'est mon aîné. C'est mon frère, mon ami, mon compagnon. Je lui suis resté fidèle jusqu'au dernier moment où je l'ai accompagné à sa dernière demeure. Oui. C'est un moment de fierté pour moi. Le 18 mars 1977, le président Marien Gwabi est assassiné dans sa résidence. La foudre tombe sur Brazzaville. Après 8 années fiévreuses de socialisme échevelé, ponctuées de complots, de trahisons et de tentatives de putsch, le président Marien Gwabi est assassiné par un commando dans l'enceinte de sa résidence de l'état-major. Bien plus tard, lors de la conférence nationale, certains accuseront sans preuve Denis Sassou Nguesso d'avoir lui-même commandité le meurtre. Monsieur le Président, je voudrais que vous me racontiez le 18 mars 1977. Comment vous avez vécu ça? Comment vous avez appris ce qui s'est passé? Racontez-moi un peu. Ce fameux jour où Marien Gwabi a été assassiné. C'est très simple à raconter parce que j'étais ministre de la Défense. Et puis, je crois que à cause de quelques problèmes au Cabinda, etc., et des appréhensions qu'on avait au sujet des situations dans l'enclave du Cabinda, le quartier était consigné. Et je suis resté au bureau jusqu'à 13h, 13h30. 14h, peut-être, oui. Quartier consigné. Puis je suis allé me rafraîchir un peu en Pila chez moi. Puis dès que je suis arrivé, le Kunzo me téléphone pour me dire que il entend des tirs nourris en direction de l'état-major général. Des tirs nourris en direction de l'état-major général. Il me téléphone. Donc, j'ai juste remis mon ceinturon. Je n'ai même pas dit au revoir à mon épouse et à mes enfants. Et je suis revenu. Je fonçais naturellement vers mes bureaux au ministère de la Défense. Quand je suis arrivé devant la mairie, l'actuelle mairie, c'est là où on m'a dit, le président Gwabi est grièvement blessé et on l'a amené à l'hôpital militaire. Qui a tué Marien Gwabi? Il y a eu un procès dessus. On ne peut pas continuer de faire la confusion. Il y a eu un procès et les éléments qui avaient participé au forfait, ceux qui étaient abattus sur place sont connus, ceux qui ont pu s'enfuir sont connus. Certains d'entre eux ont été recherchés, dont Kikadidi, qui avait été
tués dans les opérations de recherche, Kikadidi. D'autres ont été arrêtés et ont été jugés. Le procès s'est déroulé dans le pays, en direct, à la radio et à la télévision, pendant plusieurs semaines. Je puis vous dire que ces corps de la Révolution, je ne peux pas vous dire exactement comment tous ces gens-là sont morts. Que ce soit les Kinganga, tout ça là, que j'ai reçu jusqu'à présent. Mais là, je dis, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous coupez la carotide à quelqu'un qui largue sur place 6 litres de sang. Et le bonhomme arrive propre, habillé comme moi aussi, sans sang. Il a des trous dans le dos. Et la tenue qu'il porte n'a pas de traces de trous. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Le procès, en direct à la radio et à la télévision, pendant plusieurs semaines. Et les objets, par exemple, le véhicule du commando, le commando qui est entré au quartier général, la 404, qui a transporté le commando jusqu'à la résidence du président Gwabi, est encore là, au mausolée. On ne peut pas créer de la confusion autour de cet événement indéfiniment. Je m'élève contre cela. Je m'élève contre cela. Dans l'atmosphère de confusion et de règlement de compte qui suivent l'assassinat de Mariane Gwabi, 2 personnalités sont exécutées. Le cardinal Émile Biayenda, dès le 23 mars, après avoir été enlevé, et l'ancien président Massamba Deba 2 jours plus tard, à l'issue d'un jugement expéditif en cour martiale. C'est quand même un regret dans l'histoire de ce pays. Ah, ça c'est sûr. C'est évident. Sans aucun doute. Bon, le président Massamba Deba était un politique. Bon, il pouvait avoir des positions politiques. Mais le cardinal Biayenda n'était pas un politique. Il n'y avait pas de prise de position politique. Non. Le décès de Mariane Gwabi et la mise en place du CIAMP sont annoncés officiellement le 19 mars. Il organise la veillée mortuaire des proches du président défunt à son domicile d'Ompila. Dans les jours suivants, une cour martiale est chargée de juger ce que la commission d'enquête désigne comme auteur et complice. Alphonse Massamba Deba, présenté comme l'instigateur du complot contre son successeur, est condamné à mort. L'ancien président de la République est exécuté dès le 25 mars 1977. Le lieutenant Moreau, le caporal Antou et plusieurs membres de la garde présidentielle sont également passés par les armes. Le capitaine Barthélemy Kikadidi, rayé des cadres de l'armée par Mariane Gwabi en 1970, chef du commando selon la version officielle, est condamné à mort par contumace. Les obsèques de Mariane Gwabi se tiennent le 2 avril 1977. Le lendemain, le comité militaire du parti communique sa structure définitive. Joachim Yombi Opango en est le numéro 1 et devient le 4e président de la République. J'ai effectivement dirigé les affaires de ce pays du 6 avril 1977 au 5 février 1979. Pendant cette période, il y a eu le procès sur l'assassinat du président Mariane Gwabi et l'exécution de ceux que la Cour révolutionnaire d'exception avait tenus pour responsables. L'assassinat de Ngouabi en 1977 porte Joachim Opango à la présidence. Avec lui, ce sont les militaires qui gardent le pouvoir. Opango, à la tête d'un pays dont la situation économique et financière est catastrophique, n'aura pas le temps d'améliorer les choses. Au-delà, je voudrais simplement souligner que
il y a une chose de bien qui a été faite dans notre pays, c'est que quand, après la conférence nationale, nous avons mis en place une constitution, nous avons dit de manière claire que les partis et associations politiques concouraient à l'exercice de la démocratie et du suffrage universel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté et que j'encourage que le RDD, Parti démocratique, s'organise. Parce qu'il ne s'agit pas de parler. Je crois que vous êtes suffisamment grand pour savoir que partout, ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui dans notre pays recherchent où sont les opposants. Ils sont où? Les partis d'opposition. Qui sont-ils? Où existent-ils? C'est la raison pour laquelle j'encourage le RDD à s'organiser à travers ses cellules, à travers ses sections, à travers ses fédérations. Parce que c'est quand un parti est en ordre de bataille, comme diraient mes amis les militaires, qu'il peut évidemment concourir à l'accession au pouvoir. Ce n'est pas dans le désordre.